Bienvenue dans Xenius. Vous n'avez pas l'impression que le bandeau qui s'affiche à l'écran est un peu bizarre? Vous avez raison. Aujourd'hui, nous allons parler de cryptologie, la science des messages codés. Un sujet important puisqu'à l'heure actuelle, l'espionnage numérique est partout. On a le sentiment d'être tout le temps observé. Et la science des codes va évidemment bien au-delà du jeu d'enfant. Aujourd'hui, elle joue un rôle capital pour la sécurité des informations. Et nous allons donc voir comment elle fonctionne. Oui, et pour nous aider à y voir plus clair, nous avons rendez-vous avec un cryptologue. Personne, comme vous pouvez le constater. Il faut sûrement qu'on fasse nos preuves. Mais il nous a laissé ceci. Un bâton. Et un deuxième indice qui est quelque part dans une des poches de mon blouson, c'est une lanière de cuir avec des lettres dessus. Je crois que il va nous falloir un certain temps pour décrypter cette bande codée. Je crois qu'on approche de la solution. Regarde, on lit le mot Brandebourg. Ce n'est sûrement pas un hasard. Il n'y a qu'une seule façon d'enrouler la bande. Oui. Porte de Brandebourg. Oui, la fin est un peu décalée, mais c'est bien ça. Porte de Brandebourg. Vous avez vu? C'est l'adresse. Je connaissais les bâtons de ski, mais pas les bâtons codés. Comment fonctionne ce système? C'est ce qu'on appelle une citale. C'est un système qui a été inventé par les Grecs. Il se compose simplement d'un bâton, un morceau de bois rond sur lequel on enroule un support. Aujourd'hui, on prendrait du papier. À l'époque, on utilisait du cuir. On écrit le message dessus et on déroule la bande de cuir qui porte maintenant un message codé. Et pour le déchiffrer, le destinataire doit avoir un bâton qui a le même diamètre. C'est une des plus vieilles méthodes de codage? Oui, une des plus vieilles méthodes connues. Et c'est aussi le plus ancien appareil de cryptage connu, si on peut dire qu'un bâton est un appareil. Mais le codage existait déjà au moins 1000 ans auparavant. Comment devient-on cryptologue? Vous aimez les devinettes? Et les sudoku? Les sudoku, non, pas du tout. Dans mon cas, j'ai fait des études d'informatique. Il y avait un département de technique de chiffrement à l'université. Et comme je devais suivre un séminaire obligatoire et que je n'ai rien trouvé d'autre, je me suis inscrit en cryptologie. C'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi. Quand on est expert en chiffrement, il y a deux possibilités. On choisit soit le bon côté de la force, soit le mauvais. Et on casse les codes. J'ai opté pour le bon côté. On peut aussi essayer de percer les codes. C'est une voie possible, mais elle est de plus en plus ardue. Car aujourd'hui, avec l'informatique, les cryptages sont plutôt efficaces. Quand ils sont bien faits, ils sont difficiles à percer. La question du cryptage a pris une importance étonnante depuis quelques années. Avez-vous l'impression que le citoyen moyen est suffisamment informé sur ce qu'il faut faire? Non, absolument pas. C'est un sujet qui passionne. L'histoire du codage, Enigma, les codes secrets, etc. Beaucoup de personnes s'y intéressent. Mais même moi, je n'ai pas toujours le courage de crypter tous les emails que j'envoie. Sans vouloir jouer les donneuses de leçons, sommes-nous trop négligents? Oui, on peut dire ça. Mais je crois que c'est aussi dans la nature humaine. Qui a envie d'être en permanence sur le qui-vive? D'être à l'affût des logiciels les plus récents et des dernières mises à jour pour rectifier des failles de sécurité le plus vite possible? Personne ne fait ça. Et on attend des informaticiens qu'ils facilitent au maximum la vie des utilisateurs. On voit que la question est complexe. Comment naviguer dans le monde numérique en toute sécurité? Voici un petit aperçu d'un très vaste sujet. Compte email, clé de voiture, carte bancaire, SMS, banque en ligne, la cryptographie est omniprésente dans la vie actuelle. La prudence est de rigueur, surtout sur Internet. Nous avons rendez-vous avec Falk Garbsch, membre du Chaos Computer Club, la plus grande association européenne de hackers. Pour cette démonstration, il a écrit un simple programme qui teste tous les mots d'un dictionnaire courant.
En 3 minutes chrono, il peut accéder à un compte email. Choisir un mot de passe trop banal est un jeu dangereux. Imaginons par exemple que je sois inscrit sur un site de vente en ligne pour lequel j'utilise le même mot de passe que celui de mon compte mail. Si le site de vente perd sa banque de données clients, un pirate peut en extraire les mots de passe. Et comme beaucoup de gens utilisent les mêmes mots de passe partout, il a toutes les chances de pouvoir ouvrir d'autres portes. Il faut donc utiliser un mot de passe sûr. Le principe est de mélanger les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux et les chiffres. Plus le jeu de caractères avec lequel on compose le mot de passe est vaste, plus le nombre de combinaisons possibles est grand. Petit truc pratique pour mémoriser les mots de passe. Les associer à une phrase pense-bête. Exemple, Xenius est diffusé du lundi au vendredi 2 fois par jour sur Arte. L'assemblage des premiers caractères donne le mot de passe. Précaution indispensable, utilisez un mot de passe différent pour chaque site internet. Nous voici maintenant munis d'un mot de passe sûr. Mais ça ne suffit pas. Nous accompagnons Falk au quartier général du Chaos Computer Club. Nul besoin d'un mot de passe pour espionner une correspondance email. Falk se connecte à la première borne internet venue et en quelques clics, il peut lire tous les mails qui ont été envoyés par cet accès. Quand on envoie un mail par internet, il n'y a absolument aucun cryptage. C'est comme envoyer une carte postale. Tous ceux qui interviennent pendant l'acheminement de la carte peuvent la retourner et lire ce qui est écrit. Les logiciels de cryptage des mails existent aussi pour les particuliers. Il faut les chercher sur Internet, les télécharger et les installer correctement. C'est un peu fastidieux, mais ça vaut le coup. Crypter un email avec son ordinateur pour qu'il soit décrypté uniquement quand il arrive à destination, c'est comme si on le mettait dans une enveloppe. Le destinataire va être le seul à pouvoir l'ouvrir. Pour les opérations bancaires, le cryptage est automatique. Les lettres HTTPS dans la barre d'adresse montrent que la communication est sécurisée. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des sites web. Offres commerciales alléchantes, loteries, sites liés au spam et autres. Si on ne fait pas attention à la fiabilité de la source, même le plus sûr des cryptages est inutile. J'ai modifié une mise à jour du système d'exploitation pour pouvoir installer un cheval de Troie. Il me donne un accès total à un autre ordinateur. Là, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Il y a sûrement quelqu'un devant l'ordinateur. Je sais que l'ordinateur n'a pas de webcam, mais je peux lancer un enregistrement audio. Et donc, voir s'il y a une conversation en cours dans les environs. On se voit ce soir et tu apportes le maté. Excellente idée. Et on a des glaçons. Oui, d'accord, nous aussi. Mais je ne sais pas si ça suffira. Notre victime ne s'est rendu compte de rien. C'est le scénario classique des attaques par Internet. Un cheval de Troie peut être caché dans un fichier texte, par exemple. Le mail et sa redoutable pièce jointe sont envoyés à des millions d'utilisateurs. Et dès que quelqu'un ouvre le fichier, le pirate peut suivre ce que cette personne tape sur son clavier. Même un mot de passe, pourtant sûr et conforme aux indications que nous venons de voir, sera identifié. Falk recommande donc d'utiliser le net avec la plus grande prudence. Le plus important, c'est de toujours choisir un mot de passe sûr quand on ouvre n'importe quel compte. Autre chose à vérifier, avant d'installer un logiciel ou une appli, bien regarder d'où ils viennent, vérifier que la source est fiable. Et troisième point, crypter ses communications personnelles sur Internet. En appliquant ces précautions, on peut décider soi-même des informations que l'on veut communiquer.
Toujours accompagnés de notre cryptologue, nous voici près du Parlement, dans les quartiers de la chancelière Angela Merkel, qui, comme chacun sait, a aussi été victime d'espionnage sur son portable. Donc personne n'est vraiment en sécurité. Avant, les lettres étaient des choses concrètes qu'il fallait vraiment avoir dans la main, comme la bande de cuir de la citale. Mais les messages numériques, ils sont partout, et donc plus faciles à lire, non? Oui, tout à fait. On peut y accéder beaucoup plus facilement. Surtout avec les téléphones portables. Les communications sont sans fil. Il suffit d'installer une antenne pour capter le signal. Pour les mails, c'est un peu plus compliqué, mais il est toujours possible que des personnes lisent votre courrier sans qu'on sache où elles sont ni qui elles sont. Il faut absolument prendre des précautions. Et d'un point de vue historique, depuis le temps qu'on fabrique des codes et qu'on en décrypte, est-ce qu'il y en a qu'on n'a toujours pas réussi à déchiffrer? Oui, et la liste est longue. Sur la période des 5 derniers siècles, il y a beaucoup de codes fascinants qui n'ont toujours pas été déchiffrés. J'ai d'ailleurs apporté le plus connu. Il ne vous quitte pas? Absolument, je ne sors jamais sans lui. C'est le manuscrit de Voynich. Monsieur Voynich était un libraire qui a découvert ce livre il y a une centaine d'années en Italie, dans un monastère. Mais le livre est nettement plus ancien, il date du XVe siècle. Il contient de nombreux passages codés ou écrits dans une langue que personne ne connaît. On ne sait pas qui l'a écrit. Exactement, on ne sait pas qui l'a écrit ni où il a été écrit. C'est un texte super long. Je n'y comprends rien. Je ne connais pas la langue, je ne connais pas les lettres. Si ce sont des lettres. Comment on procède? La première chose à faire est d'analyser les fréquences, de compter les lettres. Toutes les lettres du livre? Oui, c'est indispensable. En allemand, par exemple, la lettre la plus fréquente est le E. Ensuite, c'est N, I et S. Le fait de compter les lettres peut permettre de constater qu'il y en a une qui apparaît plus souvent que les autres et qui pourrait correspondre au E. Et si on peut faire la même hypothèse pour le N, on peut éventuellement commencer à identifier quelques mots. Ce qui veut dire qu'on cherche en fonction d'une langue précise. Tout à fait. Et on peut se tromper, évidemment. Si je suppose que c'est de l'allemand et qu'en fait c'est du latin... Ou du français? Il faut faire des essais. Si on essayait d'ailleurs, vous avez apporté autre chose? Oui, j'ai apporté un autre message codé. Il a été écrit par un certain John Winthrop. C'est ce qu'on appelle le cryptogramme de Winthrop. C'est un érudit américain du XVIIe siècle qui s'intéressait à l'alchimie. Ce texte explique donc sûrement comment fabriquer de l'or. On pourra essayer. Alors je commence. On a donc une suite de lettres bizarres. La première ressemble plus ou moins à un C. Je note la lettre C. Je croyais que c'était un P. C'est mal parti. Oui, il arrive souvent qu'on ne sache pas très bien distinguer les lettres. Là, par exemple, ça pourrait être une seule lettre. Mais je pense plutôt qu'il y en a deux. Voilà. Ensuite, on a une sorte de 1. Ça y est, je crois que toutes les lettres sont répertoriées. Il ne reste plus qu'à se creuser les méninges. Un sacré casse-tête en perspective. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va emporter nos devoirs. Ça promet. Merci. Je vais le garder précieusement. Il contient le secret de l'or. Peut-être. Mais cette analyse statistique des lettres est totalement inutile pour la technique de cryptage que nous allons voir maintenant. Il s'agit de la méthode appelée technique du masque jetable, avec des codes à usage unique. Et ces codes sont communiqués par des stations de radio qui diffusent des nombres. Comment ça marche? Regardez. Jochen Schaeffer est aveugle de naissance. Il travaille dans une bibliothèque scolaire où il archive les magazines et s'occupe du catalogue en braille. Depuis sa plus tendre enfance, il a aussi une passion. Il écoute la radio. Mais pas n'importe laquelle, ni sur n'importe quelle fréquence. J'ai commencé à écouter les ondes courtes quand j'avais 5 ans, totalement par hasard.
Ma mère avait appuyé sur un bouton par erreur. Et j'ai entendu quelqu'un qui prononçait des 5 et des 9 d'une façon bizarre. Ça m'a tout de suite intrigué. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Ce qu'il écoute s'appelle des stations de nombre. Il en existerait une vingtaine à travers le monde. On suppose que ces stations de radio envoient des messages codés à des espions, sous la forme principale de chiffres, d'où leur nom. Elles n'émettent que sur les ondes courtes, les fréquences qui ont la plus grande portée. Nous l'accompagnons chez lui. Le soir venu, il essaie de capter l'une des mystérieuses stations. J'entends quelque chose. C'est très faible. On entend à peine. Mais j'ai le signal porteur. Le voilà. C'était E07. Une station qui fait partie du réseau russe, ou plus précisément d'un réseau russe. Et c'était un exemple type de diffusion de messages. Jochen ignore ce que ces messages signifient, car ils sont chiffrés avec un code à usage unique, un masque jetable. Leur décryptage est pratiquement impossible, mais il tient un journal des diffusions. Quand il y a des événements politiques, des conflits ou des crises, l'activité des stations de nombre augmente. C'est toujours valable aujourd'hui. En ce moment, l'activité des services de communication russes est beaucoup plus importante qu'avant, avec des horaires de diffusion différents et parfois aussi de nouvelles fréquences. Jochen enregistre soigneusement ses sons cabalistiques diffusés sur les ondes. Dans son salon, 10 grands tiroirs rassemblent 828 cassettes. Une minutie qui fait de lui le numéro 1 des spécialistes allemands des stations de nombre. La période de la guerre froide lui évoque une station en particulier, la station de musique tyrolienne. Guten Tag. Die Größen 26 bis 32 passen mir gut. Die Sonne scheint herrlich. Unsere Herren ist dabei, ein Ei zu legen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Les messages entrecoupés de chants tyroliens ont longtemps été considérés comme ceux de la Stasi. Mais selon un autre passionné, l'analyse des voix montre qu'ils provenaient des services secrets français. L'identification de ces stations est complexe. Les stations de nombre réunissent tout un groupe d'amateurs dans le monde entier. Un signal qui est reçu faiblement par l'un d'entre nous va être un peu mieux capté par un autre, qui se trouve dans une autre partie du monde, et un troisième va l'entendre parfaitement. Et en écoutant comme ça dans le monde entier, on peut identifier l'endroit où le signal est le plus fort, et donc conclure que l'émetteur est à proximité de cet endroit. L'oreille collée à son poste à molette, Jochen est toujours aussi fasciné par ces mystérieuses séries de chiffres que lorsqu'il était enfant, quand il enregistrait ses premières cassettes sur son magnétophone. Toujours en double exemplaire, pour avoir une copie si jamais une bande cassait. Et il est bien décidé à continuer, tous les jours, à passer les ondes courtes au peigne fin. Avec un peu de chance, il trouvera une nouvelle station de nombre.